Ok. Fin 2023, avec 3 autres Français, on débarque au Chili. On a un espagnol qui est vraiment assez bancal, on a une expérience qui est inexistante. Mais 4 mois plus tard, on arrive à ouvrir notre premier bar à Valparaiso. Ça fait maintenant 2 ans et je pense qu'il est temps que je t'en parle un peu plus. Avant de te parler de tout ça, on va reprendre un petit peu au début. En gros, nous, avec Zoé, ma copine, avant d'aller au Chili, on vit à Nantes. Je viens de lancer une activité de freelance. Zoé, elle est maroquinière à Louis Vuitton. Et en vrai, honnêtement, la vie, elle est cool, tu vois. Mais on se fait un peu chier. C'est juste ce moment où tu te dis, c'est quoi la suite? Et en gros, la suite qu'on a en tête à ce moment-là, c'était de se dire, on a envie de voyager, on a envie de monter une boîte à un moment donné et on peut faire un truc un peu ouf, tu vois. Donc en gros, on n'a pas vraiment de destination précise, on n'a pas vraiment de plan non plus. Mais il y a l'Amérique du Sud qui nous appelle parce qu'on n'y a jamais été et on se dit, vas-y, ça pourrait être trop cool d'aller là-bas et d'essayer d'avoir un business. À ce moment-là, on repense à Philippe. Et qui est Philippe? Philippe, en gros, c'est un Chilien que j'ai rencontré en Australie, à Sydney, dans une auberge de jeunesse, il y a genre 6 ou 8 ans. Et on a un feeling de ouf dès le début. En gros, ce gars, il va m'aider à trouver un job et on va taffer ensemble pendant 2 mois. Et ça se passe méga bien. On taffe ensemble tous les jours, on vit dans la même auberge, on va aux mêmes soirées, on a les mêmes potes. Genre, en vrai, le feeling, il passe nickel. Je pense que tu as eu les mêmes discussions que moi, le genre de pote où on se posait dans un bar et on se disait à ce moment-là, genre, un jour, on ouvrira un bar. We should buy a bar. Of course, we should buy a bar. Bref, rapide, mais voilà qui est Philippe. Donc, fin de l'aparté, mais avec Zoé, c'est pour ça qu'on se dit, vas-y, on appelle Philippe, il est en Amérique du Sud, et potentiellement, on a toujours dit qu'on voulait avoir un business ensemble. On prend le téléphone, on appelle Philippe, on lui en parle, et le gars nous dit, trop chaud. Of course, we should buy a bar. Trop chaud. Avec Zoé, on se dit, vas-y, c'est une dinguerie, tu vois. Et là, ça a été genre les prémices de ce que serait plus tard, oui, oui. On a la destination, on a plus ou moins le projet, et là on se dit, il va falloir qu'on monte une équipe de zinzin, tu vois. Parce qu'il faut quand même monter un bar sur un autre continent. Et le méga truc, le méga coup de chat, le karma total, c'est que en fait on avait une équipe dispo sous la main. Le premier qu'on appelle, c'est Tom. Tom, c'est le grand frère de Zoé, donc c'est comme ça que j'ai rencontré Zoé d'ailleurs, parce qu'on est potes depuis genre une dizaine d'années. On a joué au baseball, on a fait un centre de formation ensemble, on traîne de ouf ensemble. Et Tom, ce que je kiffe chez lui, c'est que c'est un gars qui est méga résilient. Donc en fait, il va jamais rien lâcher, il va toujours faire en sorte que ça fonctionne in fine. Et ça, c'est trop cool. Et le truc qui tombe bien, c'est que lui, il vient de finir sa saison de baseball et du coup, en gros, il cherche son prochain challenge, quoi. Le deuxième qu'on appelle, c'est Guillaume. Donc Guillaume, on a étudié ensemble, on a travaillé dans la même boîte pendant 2 ans aussi, on a voyagé ensemble. Donc en gros, on se kiffe, on se connaît trop bien, on a déjà parlé plein de fois d'ouvrir des boîtes ensemble. Lui aussi, il a lancé sa boîte de freelance en même temps que moi, donc il n'a pas trop d'attaches, enfin pour le moment. Et en plus, lui, ça a toujours été genre l'optimiste de la bande, tu vois. Même quand c'est pas possible, il va te dire genre vas-y, ça passe, ça passe, ça passe. Et du coup, pour nous, c'était incroyable pour le bar aussi, on avait besoin de cette énergie. Après, forcément, il y a Philippe. Ça, je t'en ai parlé. Et Philippe, c'est un peu l'ancien du groupe. Et il va vraiment jouer ce rôle-là parce que ça va être un peu l'encre dans le projet. Donc, il ne va pas hésiter à nous dire qu'on part en couille, qu'on part dans tous les sens et tout, pour nous refocus sur ce qu'on doit faire. Il y a Zoé aussi. Donc, Zoé, ça va être la grande DA de Oui Oui. Donc, elle va prendre la direction artistique. Donc, elle va réussir à savoir où on doit aller, même à des moments où on est dans des prémices ou dans du développement et tout. Et du coup, ça va être cool de pouvoir se reposer sur elle pour avoir cette vision. Et enfin, forcément, il y a moi. Et moi, je dirais rapidos que je suis genre peut-être le pragmatique de la bande, du coup, qui va essayer de faire des idées, un truc qui fonctionne. Ok, c'était rapide, mais maintenant, tu connais à peu près toute la bande. Et tous ensemble, on va former les Paris Latino. Et en fait, assez simplement, quand on a ouvert notre boîte, Philippe il trouvait que ça faisait beaucoup plus sérieux de s'appeler les Paris Latino que de s'appeler Oui Oui. Maintenant qu'on a plus ou moins le projet, qu'on a le pays dans lequel on va aller et qu'on a l'équipe, il ne reste plus qu'à prendre l'avion.
Avant de te parler de notre arrivée à Valparaiso, je pense que c'est important de te dire pourquoi Valparaiso. Donc en fait, le Chili, donc c'est un pays qui est méga long, c'est le pays le plus long du monde, c'est un peu plus de 4000 km. On va retrouver 3 grosses villes. Santiago de Chile, Concepción et Valparaiso. Santiago, c'est la capitale, il y a la moitié de la population là-bas. C'est très cool, mais on est sur une densité énorme et en fait, ça va ressembler un petit peu à une capitale européenne. Et on n'a pas fait 14 000 km pour ça. Concepción, grande ville aussi, un peu plus dans le sud que Valparaiso, mais ça va être une ville plutôt étudiante. Et à côté de ça, on a Valparaiso qui est connu mondialement. Ça a été un des plus gros ports d'Amérique du Sud. C'est une ville qui est méga cosmopolite, on a une architecture de dingue. Et en plus, on a notre associé et notre pote, du coup, Philippe, qui vit à Villa Alemana. Donc en voiture, on doit être à peu près à une quarantaine de minutes. Donc en fait, lui, c'est là-bas qu'il sort, il connaît super bien Valparaiso. Et naturellement, en fait, on a totalement effacé le reste du Chili pour se dire on se concentre sur Valparaiso. Et donc, c'est comme ça qu'on débarque à Valparaiso. Le premier choc qu'on va avoir, c'est l'espagnol, la langue. Parce qu'on va capter un truc direct. Hein. Alors, on a tous fait de l'espagnol plus ou moins au lycée, au collège. Nous, on avait pris des petits cours sur l'application Babel pendant 2-3 mois. En vrai, on savait qu'on n'était pas bilingue, mais on est arrivé un petit peu confiant, un petit peu trop confiant. Au Chili, ça parle pas espagnol, genre ça parle chilien. Et l'espagnol chilien, c'est un bordel le truc. Et dès qu'on arrive au Chili, on comprend tout de suite qu'on est là pour ouvrir un bar, mais on n'est pas capable de commander une bière parce qu'on capte rien. Y ahí vaya a ver a la alcaldesa que si ha hecho algo. Bueno, que ella no la va a hacer. Y ella llevo cuántas postulaciones, como 8 años. 8 años. Mais vas-y, on s'accroche. Tous les matins, on est là en train de lire des conjugaisons, des nouveaux mots. On essaie de parler le plus possible avec des gens de l'extérieur. On se dit qu'un jour, on finira bien par parler espagnol. Notre deuxième gros obstacle, deuxième gros choc en arrivant au Chili, c'est l'accès au logement. On a pas mal voyagé déjà avec ma copine ou même dans le groupe et on a toujours trouvé que l'accès au logement en France est compliqué. Donc, on te demande un dossier de 47 pages avec lettre de motivation et CV pour pouvoir avoir un dossier qui est recevable par une agence. Alors que dans les autres pays, plus ou moins, si tu as assez de thunes pour payer la semaine, le mois, tu trouves un appart. Et on s'attendait un petit peu à ça. Et en fait, pas du tout. C'est le même fonctionnement qu'en France. Donc, on nous demande 2 garants, nos fiches de salaire sur les 4 derniers mois, 2 fois le loyer en revenu chaque mois. Pour rappel, dans le groupe, on est genre 2 freelances, une ex-maroquinière, un ex-joueur de baseball. Et du coup, on a juste un Chilien qui a un travail à ce moment-là. Donc, on se fait refuser appart sur appart. Et plus ça va, plus nos dossiers se font rejeter, plus on se met à visiter des bails. Il y avait des apparts, les fenêtres, c'était genre des sacs plastiques. Il y avait des apparts qui faisaient juste peur. Ils faisaient peur, les apparts. Donc, le temps de réussir à trouver cet appart, nous, en gros, on squatte chez le daron de Philippe. Je pense pas que tu regardes la vidéo, mais si tu la regardes, gros love, on va squatter plus d'1 mois chez le père de Philippe. Et c'est trop cool, mais j'avoue que ça présente 2-3 problèmes. Donc le premier, c'est que le daron de Philippe à Valparaiso, si t'as pas de voiture, c'est à peu près 1h30 à 2 heures de voyage. Et on y va tous les jours forcément, parce qu'on est en train de chercher un appart en ce moment. Et en vrai, ça paraît pas le bout du monde, tu fais 1h30, ça va, il y en a plein qui le font. Le gros problème, c'est qu'on vient de faire 14 000 km, on vient de partir en Amérique du Sud, et comme départ, squatter le canapé du père de ton pote, il y avait plus sexy. Et au bout d'1 mois et demi, on finit par trouver un appart clean qui peut recevoir du coup 6 personnes. Parce que je te l'ai pas encore dit, mais nous, on va tous vivre en colocation. Donc en gros, il y a Zoé et moi, Philippe, Tom et Guillaume et sa copine. Mais ce qui est vraiment cool là-dedans, c'est que l'étape 1, trouver l'appart, on peut la cocher. Et maintenant, on va se mettre à la vraie quête, trouver un bar. Juste avant de te parler vraiment de la recherche, il faut que je te parle de nos contraintes. On est arrivé au Chili avec le visa vacances-travail. Et ce visa, il permet d'être sur le territoire pour 1 an. Après, le plan, c'est d'étendre le visa pour avoir un visa travail et tout et tout. Mais on n'est jamais sûr que ça va être accepté. Donc la première des contraintes, ça va être une contrainte de temps. Il faut que ce bar, on puisse le trouver au maximum dans les 3 premiers mois. Sinon, on arrête tout et ça sert à rien parce qu'en fait, on va chercher un bar, on va se casser les couilles à rénover un bar et le bar va ouvrir, on va servir la première bière et il sera temps de prendre les bagages et de rentrer en France. La deuxième contrainte, c'est l'argent. On est arrivé avec en tout et pour tout 30 000 euros.
Ces 30 000 euros, ils sont dédiés totalement au bar. Donc, il faut qu'on puisse acheter un fonds de commerce, il faut qu'on puisse le rénover et il faut qu'on puisse acheter nos premiers stocks pour pouvoir lancer la production. Et après, l'objectif, c'est, si ça fonctionne, de pouvoir autofinancer le truc. Maintenant que je t'ai dit ça, on va pouvoir revenir un petit peu sur la recherche de bar. Donc, il n'y a pas 10 000 solutions en vrai pour trouver un bar. La première des solutions, je pense que tu la connais, c'est les plateformes. Donc, ça va ressembler à Le Bon Coin. Tu mets ta recherche, tu mets ta ville et ça va sortir tous les fonds de commerce. Nous, dans les filtres qu'on utilise, c'est qu'on veut un fonds de commerce qui a une licence d'alcool. Si on prend le fonctionnement français, nous, l'idéal, c'est d'avoir une licence 4. Et la licence 4, c'est qu'on peut vendre de l'alcool et tout type d'alcool à tout type de personnes. Ça veut dire des personnes aussi qui ne sont pas en train de consommer de la nourriture. Voilà ce qu'on cherche. Maintenant, les plateformes, personnellement, je me méfie. En gros, mon problème avec les plateformes, moi, c'est que si un fonds de commerce se retrouve sur les plateformes, c'est qu'avant, il n'a pas réussi à se faire vendre. Parce qu'en gros, n'importe quel propriétaire, il est dans des réseaux de propriétaires. Donc, ça veut dire, si j'ai un bar, je connais plus ou moins tous les propriétaires de bars à côté, je connais plus ou moins tous les gens qui font de l'investissement dans le milieu de la restauration, je connais les agents immobiliers, etc., etc. Et quand j'ai envie de vendre mon bar, je vais parler à ces gens-là. Et ces gens-là, s'ils n'achètent pas mon bar, alors je vais les mettre sur des plateformes. Donc ça veut dire que pour moi, il y a quand même un petit truc genre, si ton fonds de commerce est sur les plateformes, potentiellement, je ne dis pas que c'est obligatoire, mais potentiellement, il y a anguille sous roche. Donc la deuxième solution, c'est les agents immobiliers. Et ce qui est vraiment cool avec les agents immobiliers, c'est que eux, ils ont l'information souvent avant que l'information se retrouve sur les plateformes. Donc ils connaissent des trucs qui ne sont pas encore connus du grand public. Maintenant, il y a un gros problème quand même avec les agents immobiliers, c'est que les agents immobiliers, en vrai, c'est des vendeur, tu vois. Genre, ils vont essayer de te vendre ce qu'ils ont en portefeuille. Et du coup, on se retrouve à visiter genre des auberges de jeunesse gigantesques qui n'ont rien à voir avec la demande. Il n'y a même pas de licence d'alcool, il n'y a rien. On se retrouve à visiter une boîte de nuit genre de 500 mètres carrés. Il faut tout refaire à l'intérieur. Il n'y a plus de toilettes, il y a une cave, c'est insalubre. On lui dit, écoute, très sympa, encore une fois, on a visité des trucs de ouf, mais on va passer à notre troisième solution. Et la troisième solution, c'est ma solution préférée à moi, c'est le réseau. Et en gros, l'objectif de ça, tu sais, je te disais au tout début là, qu'il y a ces réseaux de propriétaires et tout, c'est de réussir à infiltrer ce réseau sans être encore propriétaire. C'est simple sur le papier, mais c'est un peu chaotique. Le principe, c'est de faire du porte-à-porte dans tous les bars, dans tous les restaurants, du plus cool au moins cool, d'aller là-bas, de boire des bières et de parler aux propriétaires. Et parfois, ces gens-là, ils veulent t'aider, ils connaissent quelque chose à vendre ou ils ont quelque chose à vendre. Donc nous, notre stratégie, c'est d'aller dans tous les bars de Valparaiso et de parler à tout le monde. On veut que s'il y a un truc en vente sur le marché, on soit les premiers prévenus parce que les gars, ils nous prennent au sérieux. Et la dernière de toutes les solutions qu'on a utilisées, et ça peut fonctionner dans les 3 premières en combiné, c'est ce que j'appellerais le coup de chat, quoi. Donc un jour, on voulait aller boire une bière au bar del Tio. Donc le bar del Tio, c'est un des bars les plus connus de Valparaiso. Et il s'avère que le propriétaire, il est français aussi. Donc nous, on sait ça, on se dit, vas-y, on va aller rencontrer ce propriétaire et on va aller papoter avec lui. Et le truc un peu marrant, c'est que le bar del Tio, il n'avait pas mis à jour ses horaires sur Google Maps. Donc nous, on veut se pointer à l'ouverture pour pouvoir parler avec le mec sans qu'il y ait trop de monde. Et on se pointe, le bar est totalement rideau fermé, il n'y a personne et ça ouvre que 1h30 plus tard. Donc on se retourne et juste en face du bar del Tio, il y a un bar qui s'appelle El Ritual, qui est un bar tout petit, chargé sa mère, il est tout rouge, on ne sait même pas vraiment s'il est ouvert, il y a encore plein de trucs Covid devant, enfin c'est chelou quoi. Mais j'imagine qu'ils vendent de la bière, j'imagine qu'ils vendent des pisco sour, donc on se dit on va prendre un truc là-bas et dès que le bar del Tio il ouvre, on va voir le propriétaire quoi. Et on rentre dans ce bar minuscule, on commande nos 2 bières, on parle avec la propriétaire. Et là, on ne le savait pas encore, mais on venait de trouver le bar qui va changer notre vie pendant plusieurs années et très probablement pendant toute notre vie, quoi. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode. J'espère que ça t'a plu. Merci beaucoup si tu es en train de me regarder jusque-là encore. Le principe de ce premier épisode, c'était vraiment de poser les fondations du pourquoi on est à Valparaiso, pourquoi on est allé au Chili, qu'est-ce qu'on cherche et qui on est. Normalement, je vais pouvoir sortir 2 à 3 nouveaux épisodes sur le sujet de Oui Oui. Et le but, du coup, ça sera d'aller un petit peu plus en profondeur sur comment on l'a fait, à quoi ça ressemble et qu'est-ce que Oui Oui aujourd'hui.
Si tu veux que je parle de trucs, n'hésite pas à me le dire en commentaire. J'ai pas encore tout filmé, j'ai pas encore tout produit maintenant aujourd'hui. Et j'espère vraiment que ça t'a intéressé. En tout cas, moi je te dis à la prochaine et bonne journée.